Est-ce que vous aussi, vous aimez les jeux de société? Seulement quand vous gagnez n'est pas une réponse. Moi, j'aime beaucoup. Et oui, j'ai beaucoup de passion que j'ai envie de partager sur cette chaîne. Cinéma, séries, jeux de société. Du coup, aujourd'hui, j'ai trouvé une solution. Je vais vous parler de tout ça en même temps. Au travers d'une série que j'ai découvert il y a pas très longtemps, Squid Game. 3 ans après tout le monde, comme d'hab. Le jeu de société existe quasiment depuis que l'homme s'est constitué en groupe. Les plus anciennes traces que l'on a remontent à 3000 ans avant Jésus-Christ, en Amérique du Sud, Asie et le pourtour méditerranéen. On peut citer en exemple le méan égyptien qui ressemble à un jeu de loi mais qui se joue avec des billes. On connaît surtout le Sénet égyptien car on a retrouvé une quarantaine de jeux dans le sarcophage d'un prince et qui montrent l'importance du jeu de société dans la société égyptienne, surtout dans la haute société. On commence pas à parler de classe sociale et joue. En Asie, A-S-I-E. On retrouve le fameux jeu de Go, les jeux d'argent en Chine, les toupies en Europe. Bref, pour faire une mauvaise intro de dissertation au bac de philo, de tout temps, l'homme a inventé des jeux pour y jouer avec d'autres personnes. On peut trouver de nombreuses raisons à la création de ces jeux, notamment celui de créer des liens entre personnes d'une même communauté. Je te détruis ta carte. Ou pas. Les jeux de société ont été dans l'histoire surtout l'apanage des puissants. Ça veut pas dire que les non-nobles ne jouaient pas, loin de là, mais c'est déjà moins documenté et ils avaient simplement moins le temps. De toute façon, au Moyen-Âge, les jeux étaient assez mal vus, surtout quand ils demandaient du hasard. À la base, les échecs se jouaient avec les dés. L'Église a donc interdit le jeu, alors même que les nobles en étaient très friands dès le Xe siècle. Alors les règles ont été modifiées pour retirer le hasard. Aujourd'hui, on joue avec des règles qui datent environ de 1650. Tu parles du temps que tu mets à jouer, c'est ça? C'est avec la nouvelle société des loisirs que finalement le jeu de société se répand dans la société. Oh, presque aussi fluide que tes tours de jeu. Là, on a un essor très important du jeu de société. Plein de jeux, plus ou moins compliqués, pour certains publics voient le jour, et donc on a commencé de plus en plus à les étudier. Arrive alors le terme d'Obolundes, créé en 1938 par Juan Huizinga, un historien néerlandais spécialiste de l'histoire culturelle. Il a créé ce mot pour souligner l'importance du jeu dans les sociétés humaines. On constate également des vertus pédagogiques très importantes du jeu, notamment d'un point de vue sociologique. Les deux ont comme point commun d'être régis par des règles qui limitent les actions que l'on peut faire ou ne pas faire. En fait, un jeu, c'est la création par ces systèmes d'un système sociétal. Par exemple, dans Galérapagos, on joue les survivants d'un bateau échoué. Le système de jeu est simple, il faut qu'on construise un radeau par personne et qu'on survive avec assez d'eau et de nourriture. Si on n'en a pas assez, alors à ce moment-là, on vote et on élimine un joueur à chaque fois. Le cœur du système, c'est du coup ce rapport de force politique que les joueurs ont les uns envers les autres, puisqu'ils peuvent avoir des armes, des outils, ce genre de choses. Wow, tu sais faire autre chose qu'être désagréable, toi? Qui l'eût cru? Et on pourrait prendre des exemples moins politiques, bien sûr, mais ça fonctionnerait dans tous les cas. Et là, je me retiens de parler du Monopoly. Pendant longtemps, le jeu a été traité avec mépris, particulièrement dans les sociétés occidentales. Maffezoli, docteur en sociologie français, dira qu'on ne peut considérer les jeux comme de simples épiphénomènes sans conséquence, et que l'on doit les voir comme de véritables phénomènes socioculturels. Le jeu est un phénomène universel qui est en fait complexe, doté d'un grand spectre de significations, allant de la réalisation de soi, de la sociabilité, de formes culturelles nouvelles, du plaisir bien sûr, mais aussi d'aspects plus négatifs comme l'addiction. Squid Game utilise dans son récit les différents types de jeux pour faire avancer le propos de son œuvre. Les jeux deviennent alors des métaphores de la société coréenne. Mais ne brûlons pas les étapes, faisons un petit résumé de Squid Game. Du coup, attention spoiler à partir de maintenant et pour tout le reste de la vidéo. On suit Gi-hoon, un homme divorcé, sans emploi et endetté jusqu'au cou, dont la mère est gravement malade, qui va être approché par une mystérieuse entreprise pour participer à un jeu afin de remporter une grande somme d'argent. Là on va faire la rencontre de plein d'autres personnages plus ou moins archétypales, tels que le Yakuza, aux méthodes reposant surtout sur la force et la peur, Sang-woo, l'ami d'enfance de notre héros, qui a fait de grandes études et qui est endetté à cause de placements financiers hasardeux, Sae-byok, transfuge nord-coréenne, qui a besoin d'argent pour faire passer ses parents, Ali, travailleur précaire pakistanais, etc., etc. Les jeux auxquels ils vont jouer sont en général des jeux joués par des enfants, à la différence près que ceux qui ont perdu vont être assassinés par les hommes de main de l'entreprise. Où sont vos Rio? Où sont vos Rio? Où sont vos Rio? Restez à l'écart, Lui là, vous deux. restez à l'écart. C'est comme nous. Comment ça? Bah, celui qui va perdre ce duel de cartes perdra la vie. Quoi? C'est vrai cette connerie? Mais non, c'est pour que tu joues, au lieu de parler tout le temps.
Il y a 456 participants. À la mort de chacun d'eux, la cagnotte qui sera remportée à la fin est augmentée de 100 millions de won, soit 66 500 euros. 6 épreuves vont les attendre. Toutes sont liées à des jeux de l'enfance et se termineront par la mort de plusieurs personnages. Au vu du résumé du scénario, on comprend que Squid Game a un aspect Battle Royale, c'est-à-dire une histoire où les protagonistes vont devoir se débattre pour survivre jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule personne. Les exemples dans la pop culture sont nombreuses. On peut penser à The Purge, où pour limiter le chômage, le gouvernement américain met en place une période annuelle d'une demi-journée où les actes criminels sont permis, dont le meurtre. Sans doute la prochaine mesure du gouvernement. Hunger Games, qui sont des livres à la base, montre un gouvernement autoritaire qui met en place un jeu télévisé éponyme dans lequel 2 jeunes de chacun des 12 districts sont envoyés s'entretuer. On pourrait également parler de The Most Dangerous Game, La 10e Victime, Rollerball, Le Prix du Danger, Running Man, Marche ou Crève, Punishment Park, Keiji, Fortnite, Koh-Lanta. Mais on va pas le faire parce qu'on veut terminer cette partie un jour. On peut néanmoins trouver quelques tropes de ces récits. Il s'agit souvent d'une uchronie ou d'une dystopie, c'est-à-dire notre monde dans un futur plus ou moins proche qui serait une utopie inversée. On y retrouve des personnages qui manquent d'argent la plupart du temps et un pouvoir totalitaire, violent et répressif qui soumet la population d'une manière ou d'une autre. On y suit souvent des éléments assez marginaux de ces populations. L'un des piliers du genre, c'est bien sûr Battle Royale, un film de Kinji Fukasaku. Comme le maître grenouille dans Naruto? Non, enfin oui, bref. Ce film est une adaptation du livre du même nom de Koshun Takami. Dans ce jeu, vous allez devoir vous battre de tout votre cœur. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Dans le Japon du futur, alors que les jeunes sont en rébellion et de plus en plus violents, l'État met en place des lois éponymes du film. Elle impose à une classe de terminale choisie par le hasard pour participer à ce jeu de s'entretuer. Le pays qui n'est pas nommé mais qui est clairement le Japon est une uchronie où le système politique impérial et violent, d'avant la défaite lors de la Seconde Guerre mondiale, s'est maintenu au pouvoir. La plupart des élèves, voire la totalité, sont issus des classes laborieuses et il est sous-entendu que ce genre de tirage au sort ne touche pas les lycées les plus prisés. Et sinon, il y a un rapport avec Squid Game? Ça t'intéresse? Non, ça me pète les couilles, mais j'essaie d'accélérer un peu. Pour la faire courte, dans Squid Game, on n'est clairement pas dans une dystopie avec un régime fasciste. On est dans le monde réel avec le gouvernement du parti démocrate néolibéral de centre-gauche. Récemment, en 2022, le gouvernement est passé à droite et a tenté d'instaurer la loi martiale, sans succès, à cause des manifestations de la gauche pour l'empêcher. Donc en vrai, on s'en rapproche. Il n'empêche que l'ultralibéralisme de l'économie a des conséquences délétères sur la population et les mentalités, comme pourrait l'avoir un gouvernement fasciste, mais ça, j'en parlerai plus tard. C'est ta spécialité ça, hein? De quoi? De faire attendre les gens. Et bien sûr, on suit des prolétaires. Très prolétaires même, car la plupart sont très endettés, mais ça, on y reviendra plus tard. Ok, je vais lancer une partie en parallèle, moi. Je vais conclure cette interminable mais nécessaire intro par le concept de Hallyu. Signifiant littéralement lava coréenne, ce terme désigne l'explosion de pop culture coréenne dans le monde. Elle concerne des séries comme Squid Game, mais aussi des films comme ceux de Bong Joon-ho, la musique avec la K-pop. Pour autant, le cinéma et plus largement la culture coréenne existaient bien avant cette explosion. Il fut un moment dominé par les chaebol, les grands conglomérats sud-coréens dirigés par de grandes familles qui ont parfois des liens les unes avec les autres, mais aussi avec les gouvernements plus ou moins autoritaires. Un cinéma indépendant a toujours existé, et du fait de sa situation politique, il était souvent contestataire, donc de gauche. Tiens, ça t'arrange bien ça. Du coup, le cinéma indépendant s'est emparé du cinéma de genre, pas forcément très bien vu, mais pour y glisser des messages sociopolitiques. C'est ce que fait souvent Bong Joon-ho, qui nous vient de la sociologie, et c'est également ce que fait Oh Dong-kyung dans Squid Game. Qui lui, nous vient du journalisme. C'est ce côté fun et décomplexé des films de genre qui permettent à ces œuvres de s'exporter aussi facilement et de porter leur message dans le monde entier. Là où les films français qui ont un message de ces acabits sont souvent des drames ou des comédies qui s'exportent beaucoup moins bien. Squid Game, c'est à la fois fun et intelligent. Comme un bon jeu de société. Un bon jeu, je dis pas, encore faudrait-il jouer. On en vient enfin au cœur de cette vidéo. Qu'est-ce que nous apprennent les jeux dans Squid Game? Pourquoi ces jeux ont été choisis? Qu'est-ce qu'ils nous disent des personnages et de la société dans laquelle ils vivent? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Notre premier jeu est 1, 2, 3, soleil. Vous pouvez bouger et avancer tant que je dirai 1, 2, 3, soleil. Si le moindre mouvement est détecté après, alors vous serez éliminé. Le premier jeu de la série, celui qui nous fait découvrir à nous spectateurs et aux personnages ce qu'est réellement Squid Game, c'est le jeu 1, 2, 3 soleil. T'as bougé? J'ai droit à une carte en plus? Tiens, ben sert à quelque chose, explique le jeu.
Le 1, 2, 3 soleil, c'est un jeu où les participants vont se déplacer jusqu'à un certain endroit, uniquement quand le maître de jeu énonce la phrase 1, 2, 3 soleil. Là, il se retourne et s'il voit une personne qui bouge, alors elle revient au départ. Alors ça, c'est effectivement les règles dans les cours de récré. Dans Squid Game, si la poupée terrifiante se retourne et qu'elle vous voit bouger, vous serez abattu d'une balle. J'ai fait quelques recherches et il semblerait que le jeu existe depuis la modernisation de l'école suite aux lois Jules Ferry, donc fin du 19e. Je n'ai pas réussi à remonter plus tôt, mais sans doute le jeu est le descendant d'autres jeux plus anciens. C'est assez malin de commencer par ce jeu, parce qu'il est très universel, tous les pays ont leurs variations. Aux États-Unis, c'est le feu rouge, feu vert, au Québec, c'est bleu, blanc, rouge, et la version originale du Squid Game se traduit par les fleurs d'hibiscus ont fleuri. Il s'agit d'une référence à la fleur nationale du pays. C'est donc à la fois un symbole nationaliste, pas dans un sens négatif, mais dans un jeu à portée internationale. Cette identification trans ou interculturelle, Escala Mons, professeur en sciences de la communication à l'université de Bordeaux, nomme la transmorphose. Elle se produit entre cultures éloignées via un enracinement dynamique, notamment durant l'enfance. Et justement, tous les jeux de la série sont à la fois liés à l'enfance et très universels. Et ce choix a plusieurs vertus. Déjà, c'est en partie une demande du diffuseur et des producteurs. La série étant vendue à Netflix, une plateforme de diffusion mondiale, y souhaitait des jeux universels. Le jeu, c'est le produit d'un vécu ensemble, d'une émotion partagée. D'ennui partagé. C'est un lieu d'émotion universelle, d'autant qu'il a un rôle social, puisque, en général, un jeu, ça se joue à plusieurs. Même si des fois on fait pas trop la différence. Squid Game exerce donc, via les jeux qu'il choisit, un retour à l'enfance, qu'on peut appeler processus de réminiscence, se basant sur nos souvenirs, et l'enfance est la période de jeu par excellence. On est tous plus ou moins hantés par la figure de l'enfant intérieur, concept psychologique inspiré des travaux de Jung, qui explique que nous avons tous été des enfants, et cet enfant vit encore en nous. Et quelle que soit votre enfance, qu'elle soit heureuse ou non, les moments de jeu étaient au moins des moments joyeux qui forment cette mémoire collective. C'est très bien représenté par le joueur 1 qui est aussi le doyen du jeu et qui exprime ses souvenirs de jeu et de son enfance. Le plaisir qu'il avait à jouer à l'école avec ses amis du quartier, et ses souvenirs qu'il se remémore sont uniquement positifs, et deviennent des objets d'affection pour les adultes pour qui le temps de jeu s'est considérablement amenuit. Si seulement... Cette affection pour le jeu de notre enfance est commune et semble nous lier comme dans une grande communauté, dans une grande mémoire collective qui nous paraît bien plus accueillante qu'une société adulte sclérosée. En bref, évoquer des jeux d'enfants nous pousse presque dans un réflexe pavlovien. Il s'agirait de grandir. Ça fait voyager les spectateurs dans un temps commun via des émotions positives, ce qui a sans doute fait beaucoup dans l'universalité du message et du visionnage de la série, partout dans le monde. Et aujourd'hui, le visuel est d'ailleurs repris par ces marques, mais aussi des manifestations dans tout un tas de pays. Ce jeu intervient également dans le premier épisode de la série, il en est en quelque sorte une quintessence. C'est après cet épisode qu'on va décider de continuer ou non la série, il doit parfaitement la représenter, et pour le coup, c'est très bien réussi dans Squid Game. Cet épisode, c'est un résumé de la série. Des personnages à la vie merdique, pour tout un tas de raisons sur lesquelles je reviendrai plus tard. Ça n'en finira donc jamais. Joue un jeu mortel duquel seule une partie d'entre eux survivront. On a tout, l'injustice, la violence, l'abnégation, la présentation des personnages, et le tout au travers du jeu, qui n'est donc pas là juste pour l'esthétique, mais qui est un outil de narration utilisé à son plein potentiel par le réalisateur. D'ailleurs, c'est l'épisode sans doute le plus violent après l'épisode 4. Aidé par les costumes qui sont verts et qui rappellent les tenues des prisonniers des camps de concentration, mais je pense surtout que le but était de créer un contraste avec le rouge du sang, les deux couleurs étant opposées sur le cercle chromatique. Utiliser les deux ensemble les fait ressortir aussi bien l'un que l'autre. Ça nous met directement dans l'ambiance et on comprend ce que va être la série. Il y a cette esthétique aussi où on a les corps qui sont amoncelés aux portes, ce qui fait penser à des films catastrophes ou de zombies qui sont souvent des films critiques du consumérisme et du capitalisme en général. Appeler cet imaginaire permet également d'avoir une idée des thèmes que la série va aborder. Le risque cependant est qu'en créant une image aussi violente dès le début, le reste de la série nous le semble moins. Hwang Dong-hyuk pallie à ce problème de manière assez classique, en nous faisant nous attacher à plein de personnages. Là où les morts de cette épreuve vont nous choquer, de par la violence et son esthétisme, ceux dans la suite vont plutôt nous toucher, car on se sera attaché aux personnages. Si on regarde bien le fonctionnement du jeu, on se retrouve dans une foule de personnes qui ont un même objectif, une sorte de ligne d'arrivée et le même point de départ. Le jeu nous semble du coup assez méritocrate, et mon dieu, pas du tout. Ça, c'est l'excuse de ceux qui sont mauvais. Je reconnais. Il y a une vraie dissymétrie de possibilités physiques et de connaissances, dépendant du jeu. Pour 1, 2, 3 soleil, c'est plutôt physique. Les personnages ont bon point, les plus âgés, les plus fragiles, ont beaucoup moins de chances de passer cette épreuve que les jeunes et sportifs. Putain, plein dans sa mouille. Et là, si vous avez vu la série, vous pensez du coup au vieux, au joueur 1, qui lui est le directeur du jeu.
Lui normalement il a un physique qui le désavantage, mais contrairement aux autres, il sait déjà le jeu qui arrive. Il se prépare et peut prévoir une stratégie pour ça. C'est une dissymétrie d'informations. Et ce petit jeu rappelle également la théorie de la concurrence pure et parfaite, qui est une théorie des économistes néoclassiques, qui est censée permettre l'équilibre sur les marchés. Notez que je vais parler au subjonctif parce que vraiment, c'est une théorie qui est inapplicable. Cette concurrence parfaite se définit sur 5 points. L'atomicité, c'est-à-dire qu'il y a assez d'acheteurs et de vendeurs pour qu'aucun n'ait la possibilité d'influencer les prix. L'homogénéité des produits, qui signifie que 2 gels douche seraient parfaitement semblables alors que les marques cherchent toujours à faire l'inverse, à s'individualiser vis-à-vis des autres. La fluidité permettrait aux entreprises d'entrer et de sortir du marché comme bon leur semble. La libre circulation de la production, c'est-à-dire pouvoir déplacer les entreprises et les ouvriers / employés comme bon nous semble. Allez hop, ça déménage. Et enfin la transparence d'informations, où chacun sur un marché a les mêmes informations que les autres. Ces 5 points sont à mettre en parallèle avec les jeux de Squid Game. On voit déjà que d'un point de vue de l'atomicité, il y a trop d'acheteurs pour une seule offre, qui est la grande tirelire, symbole du capital, s'il en est. L'homogénéité des produits n'est pas respectée dans le second jeu, dont nous allons bientôt parler, avec le Dalgona de formes différentes et donc plus ou moins compliquées pour chacun. La fluidité des personnages est compromise, puisqu'ils ne peuvent pas aller et venir comme ils veulent. Tout est sujet à un vote. Idem pour la libre circulation de la production. La transparence d'information est censée, elle, garantir le fait que tous sont sur un pied d'égalité, mais on voit à plusieurs reprises que c'est quelque chose qui n'est pas garanti. Certains arrivent à tricher, à avoir bien plus d'informations que les autres, leur offrant un avantage certain. Cette épreuve casse donc déjà cette idée de méritocratie, mais on va y revenir plus tard. Il s'agit d'une sucrerie caramélisée assez typique du pays du matin calme et qui est constituée d'une forme en son centre. C'est un gâteau très répandu dans les années 70 et 80, ce qui correspond à la jeunesse de l'auteur, mais aussi à celle de la plupart des personnages. Les formes au centre ne sont pas l'invention de la série, elles existent bien dans la réalité, et c'est en effet un jeu que font les enfants d'essayer de retirer la forme du centre. On peut voir le jeu comme une métaphore. Quoi? Les métaphores dont vous parlez, elles sont ici, avec nous, dans cette pièce? Bref, on peut y voir une métaphore de ce que la société coréenne impose aux individus. C'est-à-dire ni plus ni moins que la perfection. Faire en sorte que rien ne dépasse. La société coréenne est en effet très normative, ceux qui sortent de la norme sont très vite marginalisés. Et ces normes sont assez peu souples. Dès l'école, les Coréens sont poussés au travail acharné, à faire des journées à rallonge, car l'une des choses qui compte pour eux, c'est la réussite au travail. L'un des personnages de Squid Game, Sang-woo, est l'ami d'enfance de notre personnage principal, Gi-hoon. Ce qui le caractérise principalement est qu'il a fait l'université. Il est ensuite devenu courtier et a tout perdu dans des placements hasardeux. Il cache à tout prix qu'il est dans la merde financièrement, car en Corée vous n'avez pas le droit d'échouer, et encore moins quand vous avez fait quelque chose d'aussi prestigieux que l'université. Sans le dédouaner, mais un tel parcours demande de lourds sacrifices, d'autant qu'il semble avoir été élevé par une mère seule et qui ne possède qu'un petit commerce, ce qui rend l'échec encore plus douloureux. Globalement, toute la caractérisation des personnages se fait via leur travail ou leur statut social. C'est une caractérisation simple, voire trop simple, mais qui a au moins 2 vertus. Déjà, faire en sorte qu'on garde en mémoire chacun des personnages plus facilement, puisqu'ils prennent la place d'archétypes dans notre esprit. Et enfin, créer une micro-société dans le jeu qui aide à la compréhension des messages de la série. Mais le jeu du Dalgona, tel que présenté dans la série, est intrinsèquement inégalitaire. T'aimes bien utiliser des mots compliqués pour te la raconter. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Les chances de réussir dépendent très largement de la forme que vous allez avoir. Certains sont bien plus simples que les autres. Et ça, il n'y a que le hasard qui décide pour vous, à part certains joueurs comme le chirurgien qui sait quel jeu va venir. On peut voir dans ces formes des classes sociales. Les formes les plus faciles à découper sont les classes supérieures, qui ont plus de chances de réussir, et les formes les plus difficiles, comme le parapluie, sont des classes basses. Les prolétaires qui ont plus de barrières sur leur route pour réussir, et ça va être l'occasion de reparler de méritocratie. La méritocratie, c'est l'idée, la fable selon laquelle la hiérarchie sociale est fondée sur le mérite individuel. Ça permet à ceux d'en haut d'expliquer les raisons de leur domination. Pour que ça marche, il faut donner l'illusion qu'on peut tous, de manière équitable, accéder au haut du panier. Ce qui bien sûr n'est pas du tout le cas. Pour ça, comme d'habitude, on peut citer Bourdieu et sa théorie des 4 capitaux. On a le capital économique, l'argent qu'on possède globalement, ses propriétés. Le capital culturel, c'est les connaissances globales des individus. Le capital social, c'est les connaissances que vous avez, mais cette fois-ci d'un point de vue social. La capacité d'utiliser son réseau pour obtenir quelque chose. Et enfin, le capital symbolique, qui est la reconnaissance de la société envers la personne due à quelque chose vu comme très positif. Le fait d'être artiste, journaliste, médecin par exemple. En fonction de ces capitaux, vous avez plus ou moins de possibilités dans la vie. Eh mais c'est comme dans le jeu Capital. Oui, enfin c'est un concept sociologique avant tout, mais effectivement.
Oui, dans le jeu Capital, on a 4 ressources, économiques, sociales, culturelles et symboliques. Normalement, ça se joue à 5, où il y a une personne qui joue le bourgeois qui a des avantages, et les 4 autres qui sont des prolétaires. Et après, on avance des pions, un peu comme dans un jeu de loi. Donc le premier arrivé, ça sera le bourgeois de la prochaine partie. Mais le jeu est assez déséquilibré, surtout à l'avantage du bourgeois. C'est vrai que Capital, c'est un exemple de jeu qui a des vertus très pédagogiques. C'est-à-dire de nous faire comprendre des notions et de nous les faire appréhender par le jeu. Après, c'est pas un très bon jeu, parce qu'il est plus pensé pour faire passer le message que de faire des mécaniques de jeu sympas et intéressantes. Mais ça, c'est encore autre chose. Et ça s'explique aussi beaucoup parce qu'il a été créé par les Pinson Charlot, un couple de sociologues français, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Encore? Oh non, ça devient un dada! On peut utiliser cette théorie des 4 capitaux pour parler de certains personnages de la série. Les plus importants et ceux dont on va parler, ce sont les marginaux. C'est le cas par exemple des travailleurs étrangers qui sont très marginalisés, qui sont représentés par Ali. Leur situation est extrêmement alarmante. Si on fait un bref historique dans les années 60 et 70, la Corée exporte sa main-d'œuvre. Les Coréens effectuent de moins en moins les tâches les plus difficiles et dangereuses, qui sont également par logique capitalistique celles qui sont les moins rémunérées et donc avec les conditions de vie les plus difficiles. Donc à leur place viennent des travailleurs étrangers. En 1993 est créé un régime nommé apprenti technicien étranger, qui permet aux entreprises d'embaucher des travailleurs étrangers mais pour 3 ans maximum. Ce régime autorise également à ce que ces travailleurs aient un salaire bien plus faible que la moyenne des travailleurs coréens. On passe alors de 20 000 apprentis étrangers en 1994 à 145 000 en 2002. Les entreprises en raffolent car en plus d'un salaire moindre, ils n'ont pas de congés payés et pas le droit à l'activité syndicale. Parfait! Ces principes ultra discriminants poussent ces apprentis à devenir des étrangers sans papier en quittant leur travail dans l'espoir de trouver mieux ailleurs. Et on voit cette situation de discrimination dans l'épisode 2 avec Ali qui n'arrive à rien obtenir de son patron. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère. Cette situation est dénoncée par des associations des droits de l'homme ainsi que des syndicats, ce qui pousse à la création d'un nouveau régime nommé permis d'embauche. La Corée du Sud devient donc le premier pays asiatique à reconnaître juridiquement les droits du travail pour les étrangers, au même titre que les travailleurs nationaux. Pour autant, la situation des travailleurs étrangers ne s'améliore pas beaucoup, à cause du manque de soins et d'indemnisation en cas de blessure au travail, et qu'ils doivent cacher lors du recrutement des épreuves pour contrer le validisme de la société. D'autant qu'en Corée du Sud, les travailleurs étrangers sont vraiment soumis à leur patron parce que c'est eux qui signent leurs droits de renouvellement sur le territoire. Je vais pas m'attarder sur tous les personnages comme ça, mais un autre exemple, Cyborg, Be proud of you. Est une transfuge nord-coréenne. Les Nord-Coréens qui arrivent en Corée du Sud sont extrêmement mal vus et subissent énormément de racisme. Des enquêtes récentes montrent que les Coréens du Sud sont en majorité contre une réunification de la Corée, pour des raisons d'incompatibilité culturelle notamment. Sae-byok a également la double peine d'être une femme, et on voit que pour les jeux, la misogynie prend une place importante, et peu de femmes sont directement désignées dans les équipes, car perçues comme faibles physiquement. Je t'ai pourtant dit qu'on prenait plus que des hommes. C'est Jean-Marie Bigard, ma couillasse. Ce traitement fait d'elle une marginale intersectionnelle, de par son ethnie, mais également son sexe. C'est la même chose pour les personnages âgés comme le joueur 1 qui est lui aussi jamais choisi pour les épreuves, sauf par le héros, car il est perçu comme faible, or il sera la clé de voûte de la 3e épreuve. Lorsqu'en Corée vous vous adressez à un aîné, même d'un nom, vous devez faire preuve d'un énorme respect, c'est une des règles de leur société. Les personnes âgées, même si presque 50% vivent sous le seuil de pauvreté, sont très respectées. Il y a comme une contradiction. Comment peut-on respecter autant une population et la laisser dans la merde ? Aussi, le traitement assez réaliste de ce personnage, il m'a beaucoup choqué les Coréens, mais encore une fois, c'est juste la réalité de la vie des personnes âgées dans le pays. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui représentent aussi bien et aussi visuellement le rapport de force. Si on finit pas vite cette partie, je sais ce que je ferai d'une corde. Le tir à la corde, c'est littéralement le fait que 2 équipes tiennent une corde et essayent de faire partir l'équipe adverse de leur côté. Dans la série, c'est également le premier jeu où les joueurs et joueuses sont directement opposés les uns aux autres, où ils seront la cause de la mort d'autres personnes de manière directe. C'est eux qui tirent la corde, qui entraînent les autres à s'écraser dans le vide. Dans ce rapport de force, les groupes n'ont pas les mêmes intérêts, tout comme le prolétariat et la bourgeoisie n'ont pas les mêmes intérêts. C'est l'idée assez basique de la lutte des classes. Ces classes sociales n'ont pas les mêmes bénéfices qui se traduit par une lutte sociale, politique et parfois physique. Ces images de 2 cadres d'Air France, chemises arrachées qui escaladent un grillage pour fuir les manifestants, avaient fait le tour du monde et terni l'image de la France en matière de dialogue social. Bah, pas mal, non, c'est français. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Ce rapport de force peut vous être encore plus désavantageux si vous êtes une femme dans une société patriarcale ou un étranger dans une société très raciste.
Bref, je vous laisse faire le lien avec la fin de la partie sur le dalgona. Le tir à la corde, c'est un jeu très courant en Corée du Sud d'ailleurs, souvent organisé le 1er mars pour commémorer l'indépendance de la Corée après la colonisation japonaise. La corde est souvent tressée par les participants eux-mêmes en utilisant 2 cordes. Cette union représente la complémentarité, l'union, le yin et le yang, comme sur le drapeau du pays. Il existe encore des jeux entre villages ou entre personnes de même village où le tir à la corde est pratiqué. Sur les 13 jeux qui existent dans ces fêtes de village, 11 sont instrumentés et 9 ont besoin de un ou plusieurs objets spécifiques. Ces outils sont souvent comme la corde de fabrication artisanale du coin en utilisant les ressources alentours. C'est une sorte de pay to win ton truc. C'est des jeux qui requièrent un engagement corporel assez important, ce qui n'empêche pas l'utilisation de stratégies comme c'est montré de manière exagérée dans la récit. D'ailleurs, ça me fait beaucoup penser aux mangas, surtout les shonen qui ont tendance à créer des stratégies ultra précises pour des trucs qui nous semblent vraiment banals. 제일 앞에 선 사람이 중요해. 그 사람은 상대편의 얼굴을 가장 가까이서 마주보는 사람이고 나머지 팀원들이 모두 그의 뒷모습을 보는 사람이니까 그 사람이 약해 보이거나 기가 꺾여 보이면은 그땐 이미 승부는 끝난 거야. Le manga, même si en partie mal vu car c'est une production de l'ancien colonisateur japonais, a quand même beaucoup d'adeptes sur la péninsule coréenne. Hein? Ils sont japonais. Ah ouais, d'accord. Non, oui. mais la structure est pas du tout la même. Ouais, ils sont japonais, les Ah, japonais, nous on est des français, on est français. C'est pas pareil du tout. Ok, monsieur l'anglais, il faut faire descendre la température là. C'est le cas notamment de l'auteur qui cite Keiji, un manga où le personnage participe à de nombreux jeux d'argent pour régler ses dettes. Dans ces jeux, il fait preuve de stratégies toutes plus tirées par les cheveux les unes que les autres pour remporter le pactole. C'est aussi ce qui donne à ces jeux communautaires un aspect assez spectaculaire. D'ailleurs, Paik Il-bong, docteur en sociologie, et Gérard Fouquier, docteur en philosophie, expliquent dans leur article Lien entre jeux et culture, l'exemple de la Corée, que plus ces jeux sont violents, plus ils hiérarchisent les joueurs via notamment la proclamation d'un chef. Tiens donc, ça t'arrange bien ça encore. Mais c'est pas moi qui fais les règles. Non mais je parlais du jeu. Ah, c'est pas moi qui fais les règles. Ça rentre plutôt en contradiction avec la société coréenne, qui est plutôt pacifiste et qui a en horreur le conflit. C'est entre autres pour cela que la péninsule est surnommée le pays du matin calme. Et pour cause, cette société développe plutôt un confucianisme, qui est le fait de mettre au sommet de la hiérarchie des valeurs les connaissances, et non pas les capacités physiques. Ce qui s'accompagne parfois par un mépris de l'effort physique. Ces jeux sont donc principalement des jeux joués par les villageois, et non pas les bourgeois et autres aristocrates qui eux profitent de ces jeux comme d'un spectacle divertissant. Ça, on en parlera en même temps que les VIP, c'est-à-dire dans quelques minutes. Je parle beaucoup de sociologie au travers de la série, pour autant elle est aussi incroyablement riche philosophiquement. Déjà ces personnages, leur récit et la société dépeinte a tout du darwinisme économique. Le darwinisme économique fait référence à la théorie de la sélection naturelle des espèces de Charles Darwin, théorie selon laquelle les êtres vivants sur la planète sont le fruit d'une sélection basée sur la survie. L'exemple typique, c'est la girafe, dont les gènes de long cou ont été sélectionnés par la force des choses, puisqu'ils permettaient une meilleure survivabilité de l'individu. Le terme de darwinisme économique nous vient d'Herbert Spencer, sociologue britannique du 19e siècle, qui explique dans la société capitaliste que les individus possédant le moins de capital économique voire culturel seront éliminés de façon naturelle. Notez, une fois n'est pas coutume, les guillemets. Si tu mets pas 40 guillemets par vidéo, il t'arrive quoi? T'es annihilé? Possible, mais toujours moins que ta créature. Bordel de... Il y a une valeur cardinale qui détermine, si vous voulez, le droit à l'existence de l'être, c'est la performance, la productivité, la rentabilité. Ce n'est pas sans rappeler l'idéologie néolibérale ou ultralibérale, le mythe de la méritocratie dont on a déjà parlé, etc., etc. Et donc à la pensée, si on peut appeler ça comme ça, thatchérienne qui disait « There is no alternative ». Il n'y a pas d'alternative au tournant néolibéral. Nos sociétés devaient, on ne sait pas trop pourquoi, être capitalistes. C'est la même Thatcher qui explique qu'il n'y a pas de société et qu'il n'y a que des individus, sous-entendant que chacun est le seul responsable de sa situation, ce qui est contredit par, il me semble, absolument tous les sociologues. Mais revenons à la philosophie. Je ne savais pas, mais il y a un philosophe qui a particulièrement travaillé sur la notion de jeu, et il s'agit de Friedrich Nietzsche, dont ainsi parlait Zarathustra, sorti en 1883, il nous dit, je cite, ouvrez les guillemets, l'homme véritable veut deux choses, le danger et le jeu. Dans tout homme véritable se cache un enfant qui veut jouer. Le danger et le jeu, cette alliance sémantique, se retrouve bien sûr dans Squid Game, au vu des conséquences de ces derniers. Nietzsche mentionne également dans cette phrase l'enfant intérieur, dont on a parlé plus tôt. Mais il exprime aussi cette envie de danger qui permettrait de se sentir vivant, et c'est ce qu'on retrouve dans de nombreuses activités dites extrêmes. Et c'est aussi peut-être ce que souhaitent les participants du Squid Game, avoir cette sensation de vivre par le risque de la mort imminente. Là où dans la société dans laquelle ils vivent les pousse à la mort sociale très violente et cruelle, la mort simple et nette de ces jeux semble presque plus humaine. Quand je me suis retrouvé ici, j'ai compris que ce qu'ils ont dit était vrai, ils ont raison.
La vie dehors est beaucoup plus violente. Ce qui ne les empêche pas d'y aller à fond, comme le font nos héros dans ce tir à la corde, où on voit à l'aide d'une mise en scène en simple mais utilisant au mieux la voix off du joueur 1 qui donne un aspect très animé à la scène, mais ça on en a déjà un peu parlé. Pour Nietzsche, le jeu doit absolument être improductif car répond aux besoins de sortir du travail. Il parle ici d'une société des loisirs permis par l'industrialisation du travail qui est censée faire gagner du temps libre à tout le monde, du moins c'était censé être le cas, mais au lieu de répartir équitablement le travail, les entreprises ont préféré embaucher juste moins de personnes. Nietzsche est en soi très intéressant pour analyser Squid Game. Je terminerai cette partie par deux nouvelles citations de l'auteur. Dans Humain trop humain, sorti en 1878, l'auteur nous dit « Pour échapper à l'ennui, l'homme invente le jeu, c'est-à-dire le travail qui ne doit apaiser aucun autre besoin que celui du travail en général. » L'auteur montre que les jeux sont inventés pour contrer l'ennui, ce qui est vu de manière assez pathétique. Le travail est vu comme quelque chose de bénéfique car permet le non-ennui, là où les riches sont justement vus comme pathétiques car leur non-travail les fait s'ennuyer. C'est le cas avec les VIP du Squid Game, on voit ces personnages riches qui s'ennuient dans leur vie et dont le petit plaisir est de regarder des pauvres s'entretuer dans des jeux pour de l'argent. Ce que dit littéralement Ilnam à Gi-Hun à la fin de la série. Pourquoi vous faites un truc pareil? Est-ce que tu sais, il peut y avoir en commun avec une personne qui n'a absolument rien et une personne qui a beaucoup trop d'argent? Vivre n'est amusant pour aucun des deux. Moi, j'ai beaucoup trop d'argent. Quoi que tu puisses acheter, manger ou boire, tout te paraît ennuyeux à la fin. Au point que mes clients eux-mêmes ont commencé à me dire la même chose, qu'ils n'avaient plus du tout de joie dans la vie. Vous nous avez mis dans ce jeu pour vous amuser. Quand le jeu de billes arrive, les joueurs et joueuses doivent se choisir un binôme. Ils ne sont bien sûr pas au courant de ce qu'ils vont faire. C'est comme toi en fait. T'as aucune idée de ce que tu fais. En attendant, c'est pas moi qui suis en train de perdre. Lorsqu'ils rentrent dans la salle, ils apprennent les règles du jeu. Ils vont devoir jouer aux billes, ou quelconque autre jeu qu'ils peuvent inventer, mais celui qui finit sans billes perd la partie et meurt. C'est l'un des épisodes les plus introspectifs, avec le second qui se passe dans le monde réel. Le jeu y prend peu de place, les personnages parlent surtout entre eux, et pour cause, l'un d'entre eux va fatalement mourir à l'issue de cette épreuve. Pour la première fois, ils seront individuellement la cause de la mort de l'autre. Là, ils réagissent tous de manière différente. Sang-Woo est prêt à tout pour survivre. Il va alors utiliser la naïveté d'Ali contre lui, ce qui va causer la mort de l'ouvrier. Gi-Hun va se servir de la pseudo-sénilité du joueur 1, ce qui est évidemment immoral, mais en même temps, c'est le seul qui s'est dévoué pour faire équipe avec lui, alors qu'il ne savait pas quelle épreuve les attendait. Et vu l'épreuve précédente, il ne s'attendait pas à combattre leur duo. Si mon binôme pouvait jouer, ce serait bien. Le but du jeu est alors l'accumulation des billes, c'est-à-dire de la ressource principale du jeu. Mon précieux. Oh putain, je sais ce qui va arriver. En gros, ce jeu est une métaphore du capitalisme. Et pour étayer mon propos, je vais me baser sur l'article de Jo Jang Wang, Composition de classe en Corée du Sud et tournant néolibéral. Cette partie va nous permettre de comprendre le contexte économique dans lequel l'auteur a grandi, mais également celui de ses personnages, puisque grosso merdo, ils ont à peu près le même âge. Déjà, il faut bien comprendre que la Corée est un pays très récemment industrialisé, c'est un exemple assez parfait d'un développement capitaliste. Ce qui s'explique notamment car le pays a été mis sous tutelle américaine après la Seconde Guerre mondiale. En 1997 a eu une nouvelle crise économique en Asie de l'Est. Le FMI, Fonds monétaire international, obtient alors une grande influence sur les politiques gouvernementales et économiques coréennes. En 2001, le gouvernement coréen a remboursé toutes ses dettes, bien avant l'échéance. Et en 2002, la Corée du Sud se hisse au 4e rang mondial pour ce qui est des réserves en devises étrangères. Ce qui s'explique par une grande stabilité des emplois et des prix. Mais cette mise sous tutelle par le FMI a eu le temps de produire des changements rapides sur la structure sociale et le rapport de classe, le mode de pensée des Coréens. Ceci dit, le développement capitaliste de la Corée du Sud a lieu bien avant 1997, où le pays était assez dépendant des capitaux étrangers qui rentraient sur son territoire. C'est simple, entre les débuts des années 90 et 97, on compte près de 60 milliards de capital financier étranger, dont 43 seront retirés lors de la crise de 97, à cause des taux de profit qui se sont effondrés. Et là où ça va nous intéresser, c'est que ce taux de profit a fortement baissé grâce à la résistance du prolétariat militant, passant de 49% de taux de profit en 86 à 18,6% en 1997. Et pour cause, la nature des rapports de classe deviennent néolibérales, et les mouvements ouvriers militants s'en rendent bien compte.
Avant le coup de force dit du printemps de Séoul en 1980, le gouvernement était militaro-fasciste et se chargeait de contenir la classe ouvrière ainsi qu'augmenter l'accumulation de capital favorable aux entreprises transnationales. Les ouvriers coréens participent au coup de force de 1980, mais ce nouveau gouvernement ouvre encore plus le pays au flux financier et rétablit l'ordre par la violence, ce qui n'arrête pas les mouvements de lutte, forçant une réforme institutionnelle qui indique que le président doit être élu au suffrage universel direct, comme chez nous. Et ça nous a si bien réussi jusque-là. Le nouveau gouvernement, alors en place, tente de construire un dispositif de consensus social. Pour cela, il tente de négocier avec les syndicats de travailleurs tout en permettant au capital national d'éviter la résistance ouvrière en délocalisant leur entreprise. Ce qui en plus s'accompagne à des révisions néolibérales du droit et notamment du droit du travail, ce qui aboutit à une grève générale de 3 mois en 1996. Mais ça n'arrête pas le gouvernement qui fait passer des mesures comme les horaires flexibles, les congés sans solde, la restriction des lieux de manifestation, en donnant quelques contreparties aux syndicats, notamment la reconnaissance et la légitimité de leur activité. De la merde. Oui, clairement, ils se foutent de leur gueule. Peut-être que la CFDT a fait ses armes là-bas. On sait pas. Gi-hun? Quoi? Je croyais que t'avais oublié de parler de la série. Connard. Gi-hun est donc sans doute né dans les années 80. Peut-être un peu avant, peut-être un peu après, il y a des grandes chances qu'il ait connu au moins les grèves de 96. D'ailleurs, on le voit participer à une grève où un de ses amis trouvera la mort. Oui, je sais. Mais je t'ai expliqué ce qui s'est passé. Tu sais pourquoi j'ai pas pu venir? Mon collègue est tombé et il est mort ce jour-là. Il est mort sous mes yeux. C'est pour ça que j'ai pas pu venir, parce qu'ils l'ont tué. Gi-hun était à cette époque ouvrier automobile et cette grève fait référence à celle de Sangyong Motors de 2009. Une vraie grève du vrai monde qui fut délogée dans la violence par près de 3000 flics et des voyous payés par le patronat. Comprenez que tout ce que je vous ai expliqué, l'arrivée d'un néolibéralisme est la cause de cette violence économique qui se déroule dans l'univers de Squid Game et qui explique pourquoi ces personnages sont dans la merde. Gi-hun a dû subir cette répression économique et policière, ce qui l'a sans doute en partie détruit. Ce qui a fait de lui un paria qui essaye de niquer un peu le système en gagnant de l'argent grâce à des jeux d'argent, ce qui bien sûr n'est pas possible. Je vous passe sur toutes les réformes dégueulasses que les gouvernements ont passées au début du siècle. On compte dedans la privatisation d'entreprises publiques, ce qui réduit leur effectif, leur qualité et pousse encore plus la société coréenne vers un monde de marché, la grande flexibilité du travail décidée en 97, alors qu'en 99, 4,5 millions de personnes, soit 19% de la population, sont au chômage. On s'emmerde. Une modification du système de paie qui pousse à la concurrence entre ouvriers. Bref, toutes ces réformes ont comme but de faire monter en puissance le néolibéralisme, déjà prégnant dans la société mais qui fait dorénavant partie du paysage. Le néolibéralisme, c'est donc cette doctrine politique et économique qui se caractérise par une limitation de l'intervention de l'État dans l'économie, l'ouverture de nouveaux secteurs d'activité à la loi du marché et une vision déshumanisante des individus via par exemple l'idée de darwinisme social dont on a déjà parlé et de la méritocratie. Et tout ça qui fait de l'individu son principal facteur de réussite ou d'échec. Cette doctrine se fait donc à l'aide d'un accroissement des inégalités, comme on peut le voir actuellement dans le monde. Une réduction de la souveraineté nationale comme la Corée du Sud en a perdu en privatisant plein de secteurs, la transformation de l'homme comme une marchandise qui vend sa force de travail, quelle que soit sa forme, pour subsister et qui l'exploite lui aussi. Mais aussi d'autres populations ou territoires moins développés économiquement. Ce néolibéralisme se base sur des règles que l'on a déjà un peu abordées, c'est les lois de la concurrence libre et non faussée. Et si certains idéologues vous font croire que de tout temps l'homme a toujours voulu ce que possédait son voisin, il n'en est rien. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Ces règles et ces lois ne sont que la création des plus puissants pour expliquer leur réussite et le fait qu'ils maintiennent au-dessus de la population. On en a parlé avec la méritocratie, mais les règles ne sont pas égalitaires et elles sont surtout subjectives. Pourquoi par exemple à l'école on évalue leur savoir seul alors qu'on pourrait également les noter sur leur faculté à travailler en collectif, à écouter la parole de l'autre? C'est montré dans la série avec le jeu de billes que les gens inventent eux-mêmes. Tous ne savent pas jouer aux billes, du coup ils se créent eux-mêmes un petit système qui est le leur avec ses défauts. Il peut avantager plus les uns ou plus les autres. Gi-hun se sert de son système par exemple pour arnaquer le vieux joueur 1 qui est clairement désavantagé par sa perte de mémoire. Sang-woo, comme dans son travail, arnaque Ali en l'embobinant. Et survit en lui ayant volé tout son argent, ses billes. Ses billes, ouais. Subtilité. Car dans ce jeu, c'est ceux qui arrivent à imposer leurs règles, comme le mafieux ou ceux qui arnaquent les autres, qui emportent le plus de ressources au détriment des autres. Comme dans le néolibéralisme, le jeu de billes est fondé sur des règles absurdes, choisies pour avantager certaines personnes et qui ne peut se gagner qu'au détriment des autres. On veut nous faire croire que les riches sont riches parce qu'ils sont malins, c'est de la foutaise. Les riches sont riches parce qu'ils volent. La richesse c'est du vol, les milliardaires c'est du vol, oui, la richesse à ce niveau-là c'est du vol. Mais comment pouvez-vous dire ça? Mais parce que...
Il s'agit du seul jeu à ne pas correspondre à un vrai jeu. Enfin, il ressemble quand même un peu à la marelle. T'es servi dans mon frigo. Tu te sers bien de moi pour rendre tes vidéos plus dynamiques. Ouais, c'est pas faux. Et c'est pas une sinécure. Effectivement, le jeu du pont ressemble un peu à la marelle. Là, il est question d'aller au bout du pont, mais on ne compte pas vraiment sur l'équilibre, plus sur de la chance. En effet, il y a en réalité 2 ponts, composés chacun de plusieurs dalles de verre. Le joueur qui avance a donc le choix entre 2 dalles, dont une lâchera sous ses pieds. Le jeu évoque un peu l'expression du plafond de verre, expression née aux États-Unis dans les années 70. Il s'agit d'une image qui a pour but de représenter le fait que certaines catégories de personnes ne puissent plus avancer dans leur carrière. Souvent parce que c'est des marginaux, entre guillemets, parce que ça concerne les femmes, les immigrés, etc. Cette logique du plafond de verre, qui n'est pas quelque chose de conscientisé, ce n'est pas quelque chose d'écrit, mais permet toujours aux mêmes de se garantir les meilleures places. Cette logique, encore une fois capitaliste, est poussée à son extrême dans le jeu. Le but, comme je l'ai déjà dit, c'est d'aller de l'autre côté du pont, et pour ça les personnages vont se servir les uns des autres pour avancer le plus possible. Les premiers à y aller, les premiers de cordée, sont sûrs de mourir, à moins d'avoir autant de choses que Domino dans Marvel, jusqu'à ce qu'un individu plus dangereux que les autres fasse prévaloir sa supériorité, dans un rapport de force qui lui est favorable. Écoutez-moi, bande de connards! J'irai pas plus loin, ok? Allez-y en premier si vous voulez! Là, les autres se sacrifient pour faire avancer le groupe qui capitalise et use leur échec pour avancer. Comme il y a le patron qui, entre guillemets, sacrifie ses ouvriers pour qu'ils lui rapportent en extorquant la plus-value. Ainsi, celui qui parvient au bout de cette épreuve n'est pas celui qui est le plus doué, qui est le plus agile ou le plus intelligent. C'est celui qui a le plus de chance, car seuls ceux qui sont en bout de course ont une chance de finir ce jeu en vie. Tout est une question de chance ici, comme pour les hommes où beaucoup se jouent à la naissance. Et même lorsqu'un des participants a tout pour réussir, le jeu change subitement de règles et l'oblige à agir par hasard. C'est le cas de ce personnage verrier de métier capable de reconnaître le verre trempé de celui qui est fragile. Ça me sert à rien. Quand les organisateurs s'en rendent compte, ils éteignent les lumières pour qu'il y ait encore du spectacle. Ah, c'est pour le spectacle que t'éclaires mal tes vidéos? Ta gueule. D'ailleurs, cet aspect de spectacle est bien montré par une mise en abîme. Les VIP, les riches qui regardent cette scène au travers d'un miroir, c'est une mise en abîme de nous, spectateurs, qui regardons cette scène au travers de notre écran. C'est une manière de parler au spectateur, de le questionner sur « est-ce que tu vaux vraiment mieux que ces personnages ?» Parce que nous, bien sûr, ces VIP nous dégoûtent, ils sont violents, libidineux, inhumains, ce qui passe d'ailleurs par l'utilisation des masques qui cachent leur visage et leur être. Cependant, est-on vraiment de meilleures personnes que ceux-ci? Nous aussi on prend du plaisir à voir la série, à voir cette violence cathartique, et à nous désunir de ces VIP desquels pourtant nous sommes les plus proches. Cette mise en abîme est montrée également par l'aspect du pont. Au cinéma, souvent lorsqu'apparaît à l'écran une échelle, il s'agit d'une métaphore de la pellicule, puisqu'il s'agit là de photogrammes, avec les barres qui sont les bandes son. Cette image est là pour nous montrer qu'on regarde un film, souvent pour montrer un changement dans le récit, désigner une mise en abîme, ce genre de choses. Et les ponts de cette scène ressemblent clairement à des pellicules sur lesquelles les personnages écrivent leur histoire, voire meurent à cause de celle-ci, brisant la pellicule comme si c'était le film qui les avait tués. Le film, je sais pas, mais mon sort de feu, lui, oui. L'idée de cette scène, c'est de montrer l'individualisme des personnages. Que ce soit le mafieux qui menace les autres de ne pas avancer s'il ne se sacrifie pas pour lui, le verrier qui ne dit que quand ça le concerne qu'il est capable de reconnaître le verre trempé et ce fragile, sacrifiant tous ceux devant lui pour gagner plus de cagnottes, et bien sûr Sang-woo qui pousse le verrier pour s'assurer de sa survie sur la dernière dalle. Et la société coréenne est connue pour être assez solitaire. C'est le sujet de l'article d'Ang-Sum Choi, professeur au département de sociologie à l'université de Kookmin, en Corée du Sud. Il souligne que la société coréenne a longtemps été une société organique, ce qui a demandé souvent de grands sacrifices de valeur aux individus. Les écoles, la famille et les régions sont des facteurs importants des intégrations sociales. Mais la solitude devient un symptôme social et un problème majeur dans le pays qui connaît plusieurs causes. Pour les chercheurs, il s'agit d'une illustration de 3 grands changements qui sont l'aggravation de l'individualisme, la crise économique et l'augmentation du chômage, et enfin le vieillissement de la population. Du coup, tu dis que c'est la faute des chômeurs et des vieux? Quoi? Mais pas du tout! Ah! Parce qu'en vrai, Bref, les études montrent que le nombre de personnes qui n'ont pas de contact privé sont en augmentation. Et beaucoup font une corrélation entre la réussite économique, de plus en plus importante dans la société qui demande plus d'énergie donnée dans le travail et les études. Même les éléments d'une même famille s'éloignent les uns des autres, se dissocient, car des parents donnent trop de leur énergie au travail, et les enfants font de même dans les études. D'ailleurs, des études récentes montrent que 3 élèves sur 10 passent leur samedi seuls car leurs 2 parents travaillent. Sur 1523 élèves interrogés, 28% répondent qu'ils mangent seuls au quotidien. De l'autre côté du spectre de l'âge, et arrête avec tes périphrases compliquées, dis des vieux tout simplement. Les personnes âgées
représente 11,8% de la population en 2012, contre 7,2% en 2002 et d'après les prévisions 24,3% en 2030. Une autre statistique qui augmente, c'est le taux de suicide, qui est un des taux les plus hauts parmi tous les pays de l'OCDE pendant 8 années d'affilée. Les causes les plus fréquentes sont la solitude et la mort au travail, véritable fléau en Corée du Sud. Et le nombre de morts solitaires, c'est-à-dire de personnes sans famille et amis, est aussi en augmentation. 206 en 2009, 301 en 2011. Comme je l'ai déjà dit, la société coréenne met l'accent sur la réalisation de soi par la réussite scolaire et professionnelle dans une compétition incessante. Les perdants de cette compétition sont extrêmement mal vus, comme Squid Game nous le donne à voir avec la plupart des personnages. Pour gagner, il semble qu'il faut être seul, ce qui crée un véritable traumatisme de la solitude. Cette réussite permet la distinction personnelle, mais qui cause la mise à distance de l'autre dans tous les secteurs de la vie sociale. La liberté et la réussite ne semblent possibles qu'au prix de l'enfermement et la solitude. Ce qui est montré dans Squid Game, les personnages se retrouvent enfermés pour réussir d'un point de vue financier. Et lorsque Gi-hoon gagne à la fin, il se retrouve seul, comme il ne l'a jamais été, perdant ses amis du jeu, son ami d'enfance, ainsi que sa mère. La société coréenne est individualiste à l'extrême. Cet individualisme génère un abandon et une solitude. Solitude qui est une énorme angoisse pour les Coréens et Coréennes. La crise économique de 97, dont j'ai déjà parlé, marque la société coréenne d'une grande souffrance et rehausse le sentiment d'aliénation chez la population la plus jeune. Ce qui s'explique notamment par des nouvelles conditions économiques plus difficiles. Hausse du chômage, tout ça. Cette hausse de l'individualisme et de la solitude se retranscrit par l'augmentation des foyers dits singles, c'est-à-dire composés d'une seule personne. Tu parles tellement bien anglais, c'est impressionnant. On remarque également que le taux de divorce augmente, un des plus hauts parmi les pays de l'OCDE. La vie de single devient presque une étape de vie normale pour les jeunes Coréens et Coréennes. Cette solitude apporte la liberté, bien sûr, mais vous met également à l'écart de la communauté, ce qui rehausse l'usage d'outils de communication à distance. Téléphone, réseaux sociaux, voire jeux vidéo. Button, psychiatre et psychanalyste français, définit la solitude ainsi. L'affaire de la solitude est une affaire inconsciente d'écart, c'est-à-dire de différenciation, et de lien entre objets internes et externes. L'affirmation « je suis seul » marque un manque de faculté à communiquer, et lié à l'isolement, la mise à distance des uns des autres, tout ça. Mais cet isolement n'est pas la condition suffisante pour la solitude. On peut être seul chez soi et ne pas avoir ce sentiment, et être entouré et l'avoir quand même. C'est ce qu'exprime encore une fois Button. Un sujet isolé peut ne pas être solitaire, et un sujet solitaire peut ne pas être isolé. La solitude est multifactorielle, liée à l'abandon, l'aliénation, la dépression et bien sûr l'isolement. Et tous ces facteurs, on les retrouve dans les personnages de Squid Game, et notamment Gi-hoon, notre personnage principal. Aliéné par un travail et par ses dettes le poussant au danger, dans un monde où personne ne peut le suivre, pas même son ex-femme et sa fille. Abandonné par la société et lui-même toujours au bord d'abandonner sa vie, ce qui semble faire d'ailleurs dans une sorte de suicide métaphorique en réintégrant le Squid Game. Puisque la société semble pire que le jeu lui-même, comme le dit le joueur 1 dans le second épisode. Seul épisode à se passer entièrement hors du jeu et qui est naturellement nommé Enfer. Bref, la série montre très bien cet isolement, les effets qu'elle a sur l'individu et du coup la société. On va enfin pouvoir conclure cette vidéo en parlant du dernier jeu de la série Squid Game. Je vais sortir le mousseux. Faut fêter la fin de cet enfer. C'est le jeu parmi tous ceux présentés, à la fois le plus compliqué à expliquer et en même temps le plus coréen. Il a été joué par les enfants des années 70 et 80. On ne retrouve pas de traces avant et par la suite le jeu a été de moins en moins joué, jusqu'à la série je suppose. Pour revenir au jeu en lui-même, les règles sont les suivantes. Un jeu où il y a deux équipes, les attaquants et les défenseurs. Le défenseur doit mettre l'attaquant en dehors du dessin du calamar, et l'attaquant, lui, doit rentrer dans le dessin, dans le but de taper la tête du calamar avec son pied. Merci beaucoup, c'est pour synthétiser. Je t'apprendrai un jour. C'est donc un jeu où la violence est permise dans les règles, et en soi, c'est assez rare. Dans la série, les personnages finissent donc de manière assez logique à se battre l'un et l'autre, plutôt que de jouer au jeu. Tout simplement car le jeu est construit comme ça, il met la violence au cœur de son gameplay. Il s'agit d'une métaphore d'une guerre, d'une bataille territoriale. Un camp veut rentrer et conquérir le territoire de l'autre camp, qui essaie de l'empêcher à tout prix. Sans faire de la psychanalyse à deux balles, ce jeu né dans les années 70, comme j'ai déjà dit, la Corée n'est plus sous domination et colonisation japonaise depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et la défaite des Japonais face aux bombes américaines. Alors là, t'as commis l'erreur de ta vie, Nagasaki. Malgré cette liberté nouvelle du pays, il se trouve pris dans le feu du conflit de la guerre froide, avec la guerre de Corée des années 50 qui scinde le pays en deux
entre la Corée du Sud, proche des Américains, et la Corée du Nord, proche des Soviétiques. Et ensuite, le pays connaît encore d'autres ingérences territoriales de par d'autres puissances. Nul doute que cette importance du territoire a joué un rôle assez inconscient chez la jeunesse coréenne qui crée des jeux qui miment ces batailles territoriales. Les ingérences étant devenues politiques et surtout économiques à partir des années 70 et 80, pour les raisons que l'on a déjà vues plus tôt, ça expliquera la perte d'intérêt pour ce jeu dans l'imaginaire coréen, dont la société, comme dit plus haut, privilégie plutôt l'intelligence que la force physique ou les capacités physiques. C'est le fameux confucianisme. Le jeu, et les études que j'ai lues pour cette vidéo me l'a confirmé, c'est un moyen de lire une société. Dans Squid Game, on utilise clairement le contraste entre des jeux pour enfants et leur déroulement très violent et sanguinaire. D'ailleurs, l'auteur Oh Dong-hyuk dit lui-même qu'il a une volonté de dévoiler la réalité sociale de son pays. C'est pour cela que dans son récit, il met en scène des personnages tous assez désespérés. Souvent d'un point de vue économique, le chômeur divorcé, le cadre en fuite, la transfuge nord-coréenne, le migrant pakistanais, le mafieux. Les jeux offrent alors un dispositif conceptuel qui permet d'énoncer l'essence de l'œuvre de ces messages, en plus de leur donner une forme pédagogique. La série crée donc une sorte de récit de double structure, de deux plans. Le premier plan, c'est le monde réel qui est reconstruit dans la série, c'est un monde sans jeu. Bien qu'on voit qu'il y en a, d'ailleurs Gi-hoon passe sa vie à le jouer et à essayer de gagner sa vie comme ça. On nous montre là une addiction très courante en Corée, l'addiction au jeu, qu'il soit d'argent ou aux jeux vidéo. Dans ce premier plan, les situations des personnages sont délicates. On nous montre leur situation précaire et leurs conditions de vie compliquées. Et on nous montre leur quotidien, leur famille notamment, les liens qu'ils ont avec et leur motivation. Le second plan, c'est l'univers du jeu. C'est un monde qui se présente comme juste et égalitaire, sans discrimination avec chacun des participants qui a autant de chances de réussir que l'autre. Ceux que vous découvrez exposés ici ont enfreint les règles de notre jeu pour leur seul profit. Ils ont entaché l'idéologie pure de notre monde. Dans ce monde, chacun d'entre vous est considéré de la même façon, à égalité. L'égalité des chances doit vous être garantie sans aucune discrimination. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ce type d'incident malheureux ne se reproduise pas. On a déjà vu que c'était absolument faux, mais le jeu se présente ainsi. En fait, ce plan se définit à l'inverse du monde extérieur, vu donc au contraire comme discriminant, inégalitaire. En réalité, le monde du jeu, comme on l'a vu de nombreuses fois dans cette longue vidéo... Trop longue vidéo. Pourquoi t'es là toi déjà? C'est toi qui as pas voulu que je parte, moi je fais que passer le temps. Le monde du jeu donc est une métaphore du monde réel, des faux compris. Ce plan donne une illusion d'égalité plus forte, un peu comme la méritocratie essaie de le faire. Tous les personnages ont le même statut, les mêmes infos, les mêmes vêtements, comme dans une concurrence libre et parfaite. Il y a aussi cette imagerie concentrationnaire, les mêmes vêtements, les numéros à la place des noms, qui a pu rebuter certaines personnes, ce qui peut se comprendre parce que c'est un imaginaire très lourd, alors le voir utilisé dans une série un peu pop, je peux comprendre que ça puisse faire tiquer certaines personnes. L'idée ici est d'utiliser cet imaginaire collectif pour montrer que les personnages ne sont pas vraiment libres et qu'une classe les emprisonne pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des marginaux. D'ailleurs, le système de caste est visible justement avec ces VIP, mis en opposition aux joueurs, avec une classe très riche et une très pauvre. Mais les hommes en rouge sont eux également des classes intermédiaires, avec une forme de hiérarchie. Comme dans une ruche, avec les ouvriers qui sont les ronds, les soldats qui sont les triangles, et les officiers qui sont les carrés. Plus on a de côtés, plus on est haut. C'est une façon simple et visuelle de montrer la hiérarchie des personnes. Guy Debord, écrivain et cinéaste français, a écrit notamment La Société du spectacle en 1967. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur le spectacle justement, et son lien avec les individus et la société. Pour lui, le jeu utilise des mécanismes pervers et viciés, mais il ne le dit pas nécessairement de manière péjorative. Lui-même a créé un jeu nommé le jeu de la guerre. Oh, il a de l'aspi le mec. Dans lequel on joue chacun une armée, et le but est d'abattre son adversaire. Ainsi, dans le monde du jeu, Squid Game manifeste les structures sociales de manière caricaturale, où les logiques sociales malsaines poussent certaines stratégies de survie, comme la série nous le montre avec Sang-woo. Là, les parallèles que l'on a fait entre la série et la Corée, entre le premier et le second plan, est, il me semble, assez pertinent. Dans une société sud-coréenne hyper concurrentielle, où l'argent fait loi et où les gens se tuent au travail, on aboutit entre autres à un des taux de suicide les plus élevés de tous les pays de l'OCDE. 36 suicides par jour en 2020. On peut donc se poser la question si ces morts sont vraiment moins cruelles que celles qui ont lieu durant le Squid Game. Dans le jeu, effectivement, les règles sont claires, au moins dès le second jeu. Si on échoue, on meurt. Mais si on échoue dans une société capitaliste, on doit survivre en se faisant exploiter, parfois de manière très violente, et pas de façon ultra conscientisée. Est-ce que c'est plus humain? Pas sûr en vrai. Enfin, je terminerai cette vidéo sur une question. Qu'est-ce qu'une bonne œuvre sociologiquement parlant? Chang Hoon Lee répond à peu près à cette question dans son article « Squid Game, un jeu d'enfant aux confins de la vie et de la mort » dont je me suis beaucoup servi pour cette vidéo. Pour lui, il faut que l'œuvre fournisse un bon objet d'étude pour la sociologie, qu'elle conduit de façon pédagogique à une réflexion sociologique avec comme base des représentations du réel pertinent. Et enfin, elle doit renforcer la cohésion sociale chez les spectateurs.
En somme, il s'agit d'une œuvre qui exprime le souffle d'une époque, l'air du temps. Par exemple, il serait peu intéressant de refaire Blanche-Neige exactement comme elle était faite dans les années 30. Ce serait ne pas comprendre et ne pas prendre en compte les évolutions sociétales. L'art, c'est le produit socio-culturel des personnes qui travaillent dessus et d'une société, bien sûr. Mais l'art participe aussi à la création de cette réalité. C'est pour cela que beaucoup se battent pour avoir plus de diversité dans les films et séries, ce qui peut être une bonne chose de mon point de vue. Mariana Selka et Fabiola Rocca, tous deux maîtres et maîtresses de conférences à l'université Paul Valéry en sociologie, expliquent dans l'imaginaire des séries Une mise en récit du monde que la série est un dispositif de mise en récit du monde et sert de véritable instrument de recherche pour la compréhension des représentations collectives. Et c'est la quintessence de ce que parvient à faire Squid Game. La série parvient à la fois à être ludique, fun, bien réalisée et à avoir des messages, des thématiques assez forts à la fois. Ça permet tout simplement que ces messages anticapitalistes, pro-marginaux, soient reçus par le plus grand nombre. Et oui, il y a une dissonance à créer une œuvre anticapitaliste grâce à l'argent de Netflix et de le diffuser par cette multinationale. Pour autant, il paraît logique de se servir du capitalisme pour mieux le dénoncer. Nul ne peut échapper aux structures, du coup autant s'en servir. Netflix impose une façon de consommer, bien que chaque Netflix soit différent selon les pays et selon les personnes, afin de vous faire rester le plus longtemps possible. Même les miniatures peuvent être différentes d'une personne à l'autre. La plateforme avait une volonté de créer une offre plus diversifiée pour mieux se vendre. C'est pour cela que ses plus gros succès sont espagnols, avec La Casa de Papel, la série française Lupin, et qu'elle met de l'argent dans plein d'industries nationales de cinéma. Ces industries sont bien sûr marquées par la culture dominante, celle des Américains. Netflix a d'ailleurs demandé à ce que les jeux de la série soient au maximum universels. Elle a demandé des designs plus simples pour en faire du merchandising. Clairement, elle a aidé à ce que la série se vende et soit un grand succès. Pas juste parce qu'il la trouvait bien et qu'il fallait la mettre en avant, mais surtout pour se faire un maximum de fric, avec une série qui dénonce ce genre de société. Mais ces cultures non dominantes influencent fatalement celle qui est dominante. Et c'est là où la culture populaire coréenne est très forte. Regardez les films de Bong Joon-ho. Son film de monstre, Host, se centre plus sur une famille de prolétaires qui, en essayant de survivre, parlent de thématiques de classe et de famille dans la société coréenne. Leur pop culture arrive parfaitement à allier messages politiques et films de genre, notamment à cause de l'histoire du cinéma coréen, dont j'ai déjà un peu parlé. Là où en France, si on veut faire un film sur ces thématiques, on va faire une comédie ou un drame, et pas un film de monstre. Squid Game arrive à être à la fois une série de genre et à avoir un message ultra intéressant, qui a fait le tour du monde grâce à l'universalisme de son concept. Et l'esthétique a déjà été repris. Pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Peut-être parce que finalement, son message est lui aussi très universaliste.